C'est normal de toute façon que la science soit en avance sur ces théories. Elle demande après une formalisation philosophique, une remise en ordre philosophique. D'ailleurs, il faut peut-être préciser pour les jeunes dans la salle, quand on dit le marxisme doit s'en occuper, disons, c'est la théorie matérialisme dialectique, matérialiste historique, qui effectivement commence un peu avec... Bon, Marx fait une certaine synthèse et qui continue bien sûr après lui. Le marxisme lui-même est un outil qui évolue, mais effectivement, ces découvertes... et on pense même peut-être la différence entre le gradationnisme et le saltationnisme. Même cette opposition peut être dialectisée d'une certaine manière. Le saltationnisme est une dialectisation du gradualisme. C'est intéressant, justement, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, tout au long du XXe siècle, les critiques marxistes, les philosophes marxistes se sont intéressés à ces questions, mais en surface. C'est-à-dire que voir le saltationnisme se créer, c'est pas des marxistes qui ont inventé cette théorie de l'apparition des nouvelles espèces par bond qualitatif. Mais forcément, les marxistes se sont dit, tiens, entre les deux courants, gradualistes, évolution par petites touches, il n'y a jamais de changements brutaux, et les saltationnistes qui disent ça change presque jamais, puis tac, à un moment donné, ça change brusquement, bah, ils vont être polarisés, ils vont être portés à se rapprocher des saltationnistes. Alors qu'en réalité, dans l'analyse marxiste classique, dans les lois classiques du matérialisme dialectique, on parle d'une accumulation quantitative qui donne naissance à un bon qualitatif, et réciproquement. Ce qui veut dire que cette loi, elle est séparée en deux quand on parle des gradualistes et des saltationnistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que les marxistes s'intéressent plutôt à l'une qu'à l'autre. Et qu'en fait, le gradualisme a un problème avec les sauts qualitatifs, et le saltationnisme a un problème avec l'accumulation quantitative. Et un marxiste sérieux ne doit pas être séduit en surface par des aspects de la dialectique, parce que finalement, quand on regarde toutes les théories qui ont existé au XXe siècle, qui sont très variées, hein, il y a beaucoup de tentatives pour essayer de résoudre ce problème fondamental de l'opposition entre génétique et darwinisme. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais à chaque fois, on pouvait relever des morceaux séparés les uns des autres des lois de la dialectique, produits par des scientifiques ou des théoriciens qui n'avaient rien à voir avec le marxisme. Et, par exemple, il en va de même de la théorie de la coupure épistémologique de Bachelard, qui est un modèle d'explication qui a sa validité à certains moments, et qui, effectivement, on a opposé à Bachelard des gens comme, par exemple, Jay Monat, l'italien, qui lui était beaucoup plus gradualiste, effectivement, mais c'est pas les deux qui ont raison, c'est pas ça la dialectique, mais effectivement c'est cet ensemble qu'il faut essayer de reconstituer. Et donc c'est pas parce que Althusser en a fait un usage abusif que la coupure épistémologique était désavouée, effectivement, mais donc on abonde complètement bien sûr dans ton sens sur ce besoin de théorisation globalisante marxiste. Et pour revenir un petit peu à ce que tu fustiges, c'est-à-dire cette de théologie qui a eu lieu en pleine guerre froide, hein, juste après le macartisme, en tout cas tu parles des années 60 et c'est pas un hasard. Il y a un exemple que j'ai lu dans ton livre qui m'a particulièrement marqué, puisque c'est quelqu'un qui a été chercher un prix Nobel aux États-Unis, qu'on lui a donné sans doute pour remerciement d'avoir quitté l'URSS. Enfin, c'est quelque chose. Il n'y a qu'à voir le prix Nobel de littérature, là, vous savez, qui est même pas une romancière d'ailleurs, mais c'est toujours à peu près la même histoire. Enfin, c'est toujours des cadeaux de remerciement. Bon, eh bien, ce prix Nobel, d'après ce que j'ai compris, il faut que tu me rappelles son nom, c'est Müller. Voilà, c'est lui qui a créé la banque de sperme pour prix Nobel. Donc on voit bien tout le délire qu'il y a autour de ça, comme je sais pas, du sperme de polytechnicien et comme tout est dans les gènes. On voit à quel degré de médiéval. Mais finalement, ici un excédent, parce que donc on a bien compris que ton livre est très nuancé sur effectivement fait la part des choses sur ce qui s'est passé, les avancées, certains reculs de l'Union soviétique, mais il faut aussi faire le même examen critique pour l'Occident, pour ce qu'ils appellent l'Occident, pour le libéralisme. Bah, c'était le seul endroit, toute proportion gardée, effectivement, à cette époque, au moment de l'affaire Lysenko, c'était quand même uniquement en URSS qu'on n'était pas tombé dans cette folie de l'eugénisme dans lequel tout le monde tombait, hein, pas seulement les fascistes, mais l'idée selon laquelle il fallait trier les individus en fonction de leurs gènes et que c'était une chance pour l'humanité d'avoir découvert ça, c'était une idée qui était vraiment généralisée, pas seulement aux États-Unis. Tout le monde pouvait interpréter ça de façon positive.
à des degrés divers. Et c'est vrai que, donc à cette époque, on oublie, quand on parle de l'affaire Lysenko, on parle... moi, je veux bien parler de cette partie-là. Hein. Sur Lysenko, j'ai aussi un petit peu étudié la question. Et donc je disais que je ne voulais pas réhabiliter Lysenko, mais finalement, bon, quand on attaque Lysenko et d'autres, hein, il y a eu d'autres agronomes à cette époque, et il y a eu des prédécesseurs aussi, mais voilà, c'est normal, hein, dans toute innovation théorique, même celles qui sont critiquables, il y a toujours des inspirateurs avant, quoi. En tout cas, on les attaque sur l'aspect dictatorial, enfin, l'aspect on va imposer une théorie par la loi, et on va éradiquer tout ce qui ne va pas dans ce sens. Or, en réalité, bon, c'est vrai que bon, moi je suis encore moins spécialiste d'histoire, mais je ne veux pas donc rentrer dans ce débat-là. Mais simplement, il faut quand même rappeler que bien des scientifiques ont été tentés par ce genre voilà, exactement, de rejet de ceux qui pensent différemment, etc. C'est quand même une tendance assez généralisée. Maintenant, sur le fond, moi je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de voir effectivement, maintenant qu'on sait par l'épigénétique qu'il existe une certaine capacité de la vie à transmettre des caractères acquis jusqu'à un certain point à la descendance, il serait intéressant de revenir en arrière et de dire mais finalement qu'est-ce qu'ils ont trouvé. On a dit que à une époque où c'était en 48, hein, cette affaire Lysenko, donc on a une Union soviétique qui est écroulée, enfin je veux dire qui s'est battue, qui a perdu des millions d'hommes, qui doit se reconstruire, d'accord, qui doit se reconstruire, donc qui doit d'abord s'occuper du problème de l'agriculture, puisque c'est de là que tout part, et qui donc se pose des questions en agronomie qui sont fondamentales pour l'avenir du pays. Et on ne peut pas dire que l'avenir du pays, à court terme, on n'est pas dans les années 90, donc à court terme, ils ont quand même réussi, on est obligé de le constater, c'est devenu une grande puissance. Comment ils ont fait pour se reconstruire, alors qu'en agronomie, leur théorie était fumeuse, voire complètement absurde, etc. Alors là-dessus, l'histoire Lysenko, il n'y avait pas que lui, mais il y avait un certain nombre d'agronomes qui ne disaient pas tous les mêmes choses d'ailleurs. Eux, c'était des empiristes. Donc pour eux, c'était du bon sens, quoi. Je veux dire, il y avait, on peut reprocher le fait que justement, ils rejetaient les gènes. Pour eux, ça n'existait pas parce que c'est évident quand on fait pousser des plantes que ils ne voyaient que le côté purement concret et utilitaire des choses. Et donc, ils rejetaient les théories sous prétexte qu'elles étaient stériles. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, la génétique moléculaire de l'époque ne donnait rien en termes de résultats. On ne pouvait pas créer de nouvelles variétés de plantes. Donc il y avait un fort pouvoir explicatif, mais par contre du point de vue technique, du point de vue application agronomique, c'était nul. Il n'y avait pas de résultats. Donc ils se foutaient de la gueule des agronomes et des généticiens occidentaux parce qu'ils piétinaient. Tandis que eux créaient de nouvelles espèces, étaient capables d'adapter des plantes à tel ou tel terrain. On sait que l'Union soviétique, c'est une très très grande capacité, enfin, une très grande diversité de sol et d'environnement. C'est quand même un pays qui est très très large et dans lequel on a énormément de terrains d'environnements différents. Et c'est la base matérielle finalement de leur réflexion. Hein. Même s'ils n'avaient pas été soviétiques, je veux dire, leurs conditions même d'agriculture imposaient ce genre de réflexion. Comment on va faire pour faire pousser ça là? Comment on va faire? Voilà, c'était ça leur question. Et du coup, ils étaient plus... manger le pudding. C'est ça, oui. Pour reprendre Engels. Mais donc voilà, donc si vous voulez, après, il faut revoir ce qu'il y avait d'interprétable à la lumière de ce qu'on sait maintenant, dans ce qu'ils ont ou ce qu'ils auraient découvert à cette époque. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas partis complètement en live en ayant découvert un truc, ils ont complètement forcé le trait et ils ont dit qu'ils avaient transformé le blé en seigle ou des conneries comme ça. Mmh. Mais des transformations de variétés en autres variétés, finalement, on se rend compte que, et ça, pour revenir un peu sur des stratégies étranges de la vie, à chaque fois qu'il y a des stratégies d'autoconservation, ce sont ces stratégies-là qui, ébranlées par le milieu, finissent par pousser les individus à changer.
C'est-à-dire que les molécules qui luttent normalement contre les mutations, les molécules du système SOS qu'on connaît normalement depuis une vingtaine d'années, c'est précisément quand il y a un stress qui va gêner les cellules, sont précisément ces enzymes-là qui vont augmenter la mutabilité des gènes alors qu'elles étaient censées les corriger au départ en conditions normales. Donc on a des mécanismes qui augmentent la capacité à muter, aveuglément, hein, mais enfin qui se mettent en amont du système darwinien classique hasard-sélection. Et qui donc sont qui montrent qu'il y a des stratégies perfectionnées d'évolution qui se mettent en amont de ce mécanisme simple énoncé par Darwin, qui était le hasard à la base et la sélection naturelle pour faire le tri après. Comme si au départ on avait eu cette stratégie naturellement, mais que avec l'histoire de la matière vivante se perfectionnant, des systèmes d'autoprotection se seraient accumulés progressivement pour gérer, pour autogérer même cette capacité à varier et à être trié. Et ça, c'est pas uniquement à ce niveau-là, mais aussi au niveau des barrières interspécifiques. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais on sait très bien qu'il y a plein de mécanismes actifs qui empêchent un spermatozoïde d'une espèce de se féconder avec un ovule d'une autre espèce, qui oblige la fécondation à rester dans le cadre du maintien de l'espèce. Et on le comprend très bien dans cette proposition de conservation de la matière vivante. Pour conserver la matière, pour que la matière vivante reste telle qu'elle, il ne faut pas qu'il y ait d'hybridation entre espèces, quoi. Or, c'est précisément ces mécanismes qui ne sont pas, à comprendre comme les fixistes le disaient au départ, c'est-à-dire les espèces sont par nature différentes. Elles ne sont pas par nature différentes. Il y a des mécanismes actifs qui sont là pour empêcher les cellules reproductrices de s'auto-féconder. C'est une négation de la négation. Donc, la négation de la négation, c'est précisément le fait qu'en conditions de changement environnemental, ces mécanismes actifs qui empêchaient les cellules sexuelles de se reproduire entre espèces différentes finissent par le permettre. Parce qu'à ce moment-là, l'hybridation permet des survies plus nombreuses, statistiquement, ou des chances plus nombreuses d'évoluer à ces moments-là. Donc c'est toujours par négation d'un système autocorrecteur que la vie se donne plus de chances de résister à un changement environnemental. Là aussi, dans le contexte de l'épigénétique, là aussi c'est étrange parce que, j'explique en 2 mots, peut-être que c'est un peu long là, non? Je sais pas. J'explique en 2 mots sur le mécanisme de l'épigénétique. Il s'agit de dire que les gènes existent effectivement, mais plus un gène est exprimé dans la vie d'une cellule, donc d'un individu, plus il va être méthylé ou plus il va être usé que les autres. Ou il va être, il va être un peu modifié à sa surface. Sa structure même ne va pas changer, mais au-dessus, c'est comme s'il y avait des aiguilles pour le marquer, pour montrer que c'est bien celui-là qui a le plus servi dans les cellules d'un organisme. Donc c'est bien l'environnement qui fait ça. C'est l'environnement l'environnement ne va pas changer la structure du gène, mais va le marquer, va montrer là où ça a été le plus usé. Et ces méthylations peuvent être transmises à la descendance, justement, parce qu'elles sont sur le gène. Donc, on voit très bien comment l'hérédité des caractères acquis, c'est pas de réécrire les gènes, c'est de prendre l'existant, et sachant d'ailleurs que les gènes ne sont pas des déterminants sur des caractères précis, mais une expression globale. Après, il faudrait peut-être entrer dans les détails de comment ça s'exprime, mais on a plutôt joué là, et donc, ce génome qui a été un peu usé va être transmis normalement aux spermatozoïdes, aux ovules, aux cellules de cette façon. Et normalement, le mécanisme autocorrecteur, c'est le mécanisme qui fait une remise à zéro. C'est-à-dire que, normalement, l'ADN qui est transmis aux spermatozoïdes, aux ovules, est lissé. C'est un mécanisme autoconservateur, c'est-à-dire qui n'est là que pour empêcher les changements, pour garder une espèce telle qu'elle. Et ce lissage de l'ADN pour faire un truc neuf qui n'aurait jamais servi, c'est un mécanisme actif qui lisse, il y a des enzymes qui lissent, et ces enzymes ne fonctionnent plus ou fonctionnent à l'envers quand il y a un stress environnemental. Et donc du coup,
comme ce lissage n'est plus fait correctement, alors ces gènes qui ont été usés vont être transmis à la descendance parce que c'est précisément eux qui avaient été usés par un environnement précis. Et je pense qu'il y a une analyse même sur l'homme dans une histoire qui concerne une famine en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une famine parce que, je sais pas, c'était peut-être la ville d'Amsterdam, mais je me souviens plus des détails, hein, où on a observé la descendance sur plusieurs générations de femmes qui étaient enceintes pendant cette famine. Et les enfants et les petits-enfants de ces grossesses vécues pendant une famine ont donné des enfants qui étaient qui avaient plus tendance à grossir, enfin à profiter quoi, de leur alimentation que les autres. Du coup, quelque chose qui aurait pu servir en temps de famine, c'est-à-dire tu manges et tu profites mieux, mais dans un environnement différent qui n'est plus la famine, alors tu as des individus qui vont profiter plus, quoi, qui vont avoir une tendance à l'obésité. Et ça, donc c'est dans l'espèce humaine, c'est pas sur les végétaux. Mais c'est, comment dire, une illustration concrète de ce que c'est que l'épigénétique, de ce terme qu'on a donné là. Il y a encore le mot génétique à l'intérieur, parce qu'on ne nie pas, comme le faisait Lysenko, l'existence des gènes, mais c'est précisément par le développement de la génétique, tant décrié par Lysenko, qu'on revient sur des découvertes que lui a faites. C'est quand même bizarre. C'est l'idée que finalement lui, n'étant pas un théoricien, mais plutôt un praticien, un mec qui voulait savoir qu'est-ce qui marchait, quelle plante va marcher mieux dans tel environnement, etc. Et pour lui, la théorie n'était pas opérationnelle, elle n'était pas bonne. Elle ne disait pas les choses qui permettaient de faire avancer l'agronomie. Sauf qu'il n'y a pas eu de théoricien pour dire, mais si, enfin il n'y a pas eu de théoricien. Il s'est prétendu théoricien, mais finalement ce qu'il a dit n'était pas très dense, quoi, en termes d'approche marxiste. Il a juste eu comment dire, une approche spontanément qui allait plutôt dans le sens de l'hérédité des caractères acquis que de la génétique formelle, parce qu'on comprend très bien qu'on est interactionniste quand on est marxiste, donc c'est logique. Mais derrière, il n'y avait pas les connaissances. Maintenant, on a les connaissances, et on se rend compte que c'est de la crise de la génétique, sans laquelle on n'aurait pas pu arriver à ces résultats, qu'on peut revenir finalement à ces résultats-là, sans réhabiliter Lysenko, mais en revenant sur peut-être une agronomie soviétique, indépendamment du caractère de la personne, quoi, hein, qui peut avoir un intérêt. Et je dis ça parce qu'en même temps, bon, bah, à l'époque, on peut aussi, je fais un aparté là-dessus parce que je disais qu'il y avait beaucoup de types de sols différents, beaucoup d'environnements différents qui intéressent l'agriculture, même russe, hein, enfin je veux dire, et qui expliquent que la science des sols est née en Russie et en Union soviétique. Et que c'est en agronomie, on fait référence souvent à des savants, enfin des édaphologues qui étaient soviétiques, qui ont proposé des théories sur l'origine des sols, etc., avec à tort ou à raison d'ailleurs, hein, mais qui ont au moins posé ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est pas pour faire la promotion de l'écologie, mais aujourd'hui on se pose des questions sur l'agriculture intensive, dont on sait que la solution est plutôt une agriculture extensive. C'est-à-dire que si tu ne peux pas doper un sol à surface fixe ou en train de se réduire, la logique c'est de développer une agriculture bio ou sans pesticides, mais dans ce cas-là, pour produire autant, il faut de la surface. Donc on est dans la logique d'une agriculture extensive. Et c'est exactement ce que proposait, enfin, c'est exactement les questions qui étaient développées par l'agronomie soviétique. Donc, et entre les deux, on a ce qu'on connaît bien ici, qui est l'agriculture bio, quoi. L'agriculture bio qui ne se pose pas la question de savoir comment on va produire plus sans faire de l'agriculture intensive, mais comment on va produire mieux, mais forcément pas pour tout le monde, puisque il y a une question quantitative qui n'est pas réglée, quoi, par les agronomes de l'agriculture bio. Que même la question qualitative soit réglée. Peut-être, bon là je vais pas... Parce que mieux, bon, c'est toujours suspect. Voilà. Il y a peut-être des questions. Oui, alors je voulais revenir, le grand-père de Darwin, il avait aussi une théorie. Mmh. Alors, une autre question, c'est Grasset, qui s'était opposé à Darwin. Mmh. Et puis la troisième question, c'est la Silicon Valley, qui a envie de transformer rapidement l'humain en sautant carrément, je veux dire, ces questions d'épigénétique. De transformer l'humain? Oui, et donc dans le poste, enfin,
dans la transformation humaine. Hmm. C'est-à-dire, ils accélèrent. Bah oui, c'est ça. Carrément, quoi. C'est toujours le danger. Ouais. Oui, oui. Alors, c'est voilà, les trois. Alors, Sur le grand-père de Darwin, Oui, oui, sa théorie, elle était proche de la remarque, non? oui, ben, c'est-à-dire que je sais pas si c'est, je sais qu'il y a eu d'autres scientifiques ou théoriciens qui se sont intéressés à cette question de l'évolution. Bon, à l'époque, je pense que la question n'était pas tant de prouver qu'il y avait une évolution des espèces que de comprendre quel était le moteur de ça. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que, comme pour la génétique, quand il y a une découverte qui se fait à un moment donné, c'est parce que les conditions sont réunies pour qu'elle soit découverte. Et que donc, en général, historiquement, s'il faut que cette découverte soit faite à ce moment-là, elle est souvent faite plusieurs fois, indépendamment. Et donc, Darwin l'a découverte en même temps qu'un certain Wallace en Australie, par exemple, qui proposait le même genre de... forcément formulé autrement, mais finalement, quelque part, peu importe de la paternité de cette théorie, l'intérêt, c'est que... Enfin, moi, je trouve que on personnalise toujours un peu trop, c'est pareil pour Lysenko d'ailleurs, on personnalise toujours un peu trop les théories. Quand on dit marxiste, c'est une erreur aussi de parler comme ça en fait. C'est un raccourci, parce que celui qui a vraiment parlé de la nature d'un point de vue matérialiste dialectique, c'était Engels. Et Marx était peu intéressé, il s'est un peu intéressé à la question, mais il s'est peu intéressé à la question. En réalité, il faudrait dire matérialisme dialectique et pas marxisme, si on veut être honnête. Il y a eu des centaines de théoriciens et même de savants marxistes dans l'histoire du marxisme. Et de ramener ça, c'est comme c'est Henri Lefebvre qui disait que c'est comme si, au lieu de parler de microbiologie, on disait du pasteurisme. Parce que c'est le premier à avoir... et c'est faux de dire ça. C'est historiquement peut-être vrai, mais enfin, je veux dire, la microbiologie, maintenant, elle n'a plus rien à voir. Parce que quand tu parles de marxisme, tu vas parler non seulement du matérialisme dialectique, mais tu vas parler aussi des autres aspects, la théorie de la valeur et autres choses du même type qui ne relèvent pas du même champ. Donc, non, on a raison de parler de marxisme dans un contexte bien précis, épistémologique. Et on peut parler aussi, c'est une notion distincte, de matérialisme dialectique, ou de matérialisme historique. C'est pas faux, il ne faut pas confondre. Non, j'ai pas dit qu'il fallait plus parler de matérialisme historique, mais je dirais qu'il a développé l'aspect économie. On parle aussi de socialisme scientifique, et on a eu tendance à comprendre le terme socialisme scientifique comme étant lié aux sciences humaines d'une certaine façon, alors qu'en fait, l'histoire de la critique marxiste des sciences, y compris biologiques, enfin des sciences de la nature, a existé dès le début. Enfin, l'intérêt de Marx et Engels pour ces questions a existé dès le début, et elle s'est perpétuée jusqu'à un moment où effectivement il y a eu un coup d'arrêt avec l'affaire Lysenko, qui fait que depuis, les différentes variantes du néo-darwinisme se sont développées et ont commencé une sorte de crise théorique qui n'a pas été réglée parce que, c'est pas par absence de marxisme, c'est parce qu'il y a des crises scientifiques régulières dans tous les champs disciplinaires, mais dans lequel il y a eu une absence de critique marxiste qui fait que maintenant, quelque part, il y a beaucoup de trucs à dérouler, quoi. Tu prends un fil et puis tu déroules plein de choses par rapport aux découvertes actuelles qui pourraient résoudre des questions théoriques ou des vrais conflits, des vraies contradictions théoriques qui ont existé pendant tout le XXe siècle, mais que plus personne maintenant ne tilte, quoi. J'ai une question pour ça, mais je vais te laisser finir de répondre aux questions de madame. La deuxième, c'était... C'est sur Grasset. La première, c'était sur le grand-père de Darwin. Quelle était la théorie de Grasset? Parce que... il était important quand même par rapport à l'université. Oui, c'est un spécialiste de biologie animale, mais effectivement, il se présentait comme un lamarckien. Oui. Parce que effectivement, pendant tout le XXe siècle, il n'a pas été le seul. Oui. Il critiquait cette histoire de tout génétique, d'accord ? Et il proposait, parce que lui, voilà, c'était un observateur de terrain, et il proposait effectivement une sorte de néo-lamarckisme où il essayait d'intégrer l'existence des gènes dans une capacité. Mais lui, il n'a jamais réinventé, il n'a jamais imaginé que l'épigénétique dont on parle aujourd'hui pourrait être la solution effectivement à tout ce qu'il voyait lui. Donc il y a eu des gens, comme il y a eu des scientifiques pendant tout le XXe siècle qui ont dit
le milieu intervient sur l'hérédité, où il sentait que le milieu pouvait intervenir dans un certain cadre sur l'hérédité, mais il n'avait pas de théorie, il ne faisait que s'affronter à une théorie de la génétique moléculaire pour la nier, sans imaginer que c'est justement des développements et de la crise de la génétique moléculaire qu'il fallait laisser se développer jusqu'au bout, qu'on aurait peut-être des solutions sur ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de néo-lamarckiens, en particulier en France d'ailleurs, parce que on a tendance à dire que le darwinisme c'est un peu anglo-saxon et qui est la patrie aussi du libéralisme. Enfin bon, après voilà, il y a une histoire d'affinité C'est la première idéologique. critique de Marx et Engels à Darwin. Oui. Justement, c'est celle-là. Mais bon. Et elle est fondée dans une certaine mesure. Bah oui, puisque finalement... Sauf qu'il n'avait pas lu La filiation de l'homme. On met toujours des... C'est bien le problème. Bah parce qu'il l'a écrit à la fin. Eh bien oui, si Marx et Engels avaient lu La filiation de l'homme, ils auraient probablement beaucoup relativisé leurs commentaires. C'est ça. Au sens que tu viens d'évoquer. Mais Mais c'est vrai, c'est la intéressant. critique de Marx lui-même et d'Engels sur Darwin. À l'époque, on a les lettres. Ce qui m'intéressait dans ce que disait, ce que j'ai peut-être pas compris de Patrick Tort, mais dans l'idée que pour la question de l'homme qui s'inscrit dans cette histoire de la vie, tout a été dit sur l'ultra-darwinisme qui voudrait qu'on pourrait transformer l'homme en un homme nouveau, que par eugénisme on pourrait transformer l'homme dans un sens donné, ou que par anti-darwinisme ou anti-génétique, ce serait le milieu qui pourrait reformater l'homme, mais dans la même idée de transformer pour faire un homme nouveau. Toutes ces tendances ont existé, je dirais, et aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas eu de solution, quoi, en fait. Il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, on peut continuer avec ça, mais c'est un piège, quoi qu'on dise, hein. Voilà. En tout cas, il y a un débat idéologique sous-jacent à tout ça, et on l'a revu encore, je m'excuse, je tombe très bas après toute cette science. On l'a vu au moment de l'évolution sur les mœurs, dans toute une partie de la droite qui disait ils veulent changer l'homme, c'est tout le conservatisme qui se sentait attaqué. En un sens, oui, on peut changer la vie, on peut changer l'homme. C'est quand même mathématiquement, il y a toujours une possibilité d'imprimer sa marque sur la nature et de la faire évoluer. Changer l'homme, changer la nature, changer la vie. Évidemment pas n'importe comment, ça tu montres bien les limites et aujourd'hui, mais c'est bien ça qui est en cause. C'est se rendre maître et possesseur de la nature, c'est la phrase du clé du rationalisme moderne. Comme. Voilà. Jamais oublier le comme. Voilà. Un bon cartésien n'oublie jamais le comme. C'est essentiel pour Descartes. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, dans ces problèmes, j'allais dire idéologiques, il y en a un autre sur la notion de socialisme scientifique. J'ai jamais compris pourquoi le livre d'Engels, d'ailleurs très mal traduit, puisqu'il c'est du socialisme utopique au socialisme scientifique. C'est toujours un passage qu'il faut faire constamment, en fait. Je ne vois pas en quoi le mot socialisme scientifique a toujours été l'objet de railleries brocardées par... alors qu'en fait, c'est très humble. Ça veut dire qu'on se soumet à la réfutation scientifique, au lieu justement de faire des châteaux en Espagne. Oui, mais ça, c'est lié aux innombrables âneries de Althusser et ses zélotes. La disqualification du socialisme scientifique. Mais je voudrais revenir à la troisième question de Madame, en y greffant la mienne, qui est un peu liée, celle sur les évolutions de la Silicon Valley, qui est liée à une question que je voulais te poser à propos des théories que je ne connais pas du tout d'ailleurs, j'ai oublié leur nom là, des néolibéraux. Kopiek-Sonigo. Voilà, ouais. Parce que je l'associe à la question de Madame et au petit débat qui avait lieu à l'instant, parce que je ne vais pas refaire Patrick Tort, il le fera lui-même très bien, mais ce que rappelle Patrick Tort, c'est que une des raisons, parmi beaucoup d'autres, qui amène Darwin à publier La filiation de l'homme, c'est justement que, y compris les thèses, du moins ce que j'en ai compris que tu viens d'évoquer, étaient déjà une mauvaise interprétation, une instrumentalisation des idées de Darwin par Spencer et compagnie,
son cousin eugéniste, etc. Donc tout ça n'a rien de nouveau. Et on nous le resserre aujourd'hui. Mais justement, ce qu'explique, ce que montre parfaitement Patrick, c'est que dans la filiation de l'homme, Darwin lui-même apporte les réponses. Au travers, et je ne vais pas la faire longue, parce que ma question c'est que tu nous réexpliques ces thèses-là et comment elles s'inscrivent politiquement avec le libéralisme, mais dans la perspective scientifique justement de la biologie. Donc Patrick rappelle que les thèses centrales qui sont développées, c'est les aspects non substantialistes, parce qu'on a passé notre temps à faire du substantiel, enfin les écueils que rencontrent y compris les théories génétiques et autres, c'est de s'acharner sur du substantialisme, qui est la critique de base du matérialisme de Marx, encore plus même d'ailleurs que celui de Engels. Arrêtez de nous emmerder avec de rechercher des substances partout. Voyez des rapports et des relations et des développements, et non pas des substances. Et ça, justement, c'est là qu'il rejoignait complètement Darwin. Et sur les instincts sociaux, on est en plein dans l'être social et les déterminismes qui sont liés. Il dit il n'y a pas que des traits physiques immédiats, métaboliques, biologiques, qui sont transmis, pas transmis, qui se transforment. Il y a surtout ce qui nous fait, nous, au moins autant, qui sont les rapports sociaux. Et là, ce qui aurait beaucoup servi et sans doute passionné Marx s'il avait lu, c'est que c'est ce que va développer essentiellement comme un autre aspect de l'évolution et de la sélection, qui sont la transmission ou non et l'évolution des instincts sociaux, et notamment ceux de l'homme. Alors, mais c'est pas du tout le sujet de oui, non, mais là c'était juste un petit rappel, puisqu'il me posait des questions sur les idées qu'évoquait et les positions de Patrick Thor dans sa réhabilitation, ou plus exactement son rappel de la réalité scientifique du darwinisme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que, d'après ce que tu nous en dis, et ça rejoint, donc c'est comme ça que ça rejoint la question de Madame, avec les nouvelles technologies et les fantasmes postmodernes qui sont évidemment charriés par cette idéologie-là, cette forme de modernité. Est-ce que ces théories de ces nouveaux biologistes-là, ultra-libérales, avec l'équivalent de la main verte du marché, donc une sorte d'eschatologie étrange, qui viendrait justement déterminer l'évolution des instincts sociaux et des rapports sociaux. Alors on la retrouverait au niveau de la théorie biologique, de cette nouvelle conception de la génétique ou des mécanismes substantialistes de l'évolution. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Est-ce qu'on va retrouver le même type de dérive que celle de Spencer? Mais, et donc on a déjà la réponse à ce moment-là de Darwin, ou est-ce que c'est autre chose? C'est-à-dire, est-ce que c'est encore une fois Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, en fait. J'ai l'impression que de la part de Kupiec, son niveau, et d'autres, ils ne sont pas tout seuls, c'est un courant, mais je le vois comme une tentative d'appliquer ou de construire quelque chose autour de découvertes qui existent vraiment, qui sont objectives, qui sont très intéressantes, et dans lesquelles, effectivement, les gènes ont de moins en moins leur place. Eux, ils axent plutôt leur théorie sur les cellules et non pas sur les molécules. Donc sur quelque chose de plus, comment dire, de plus animiste, quoi, quelque part. Un stade hiérarchiquement aussi plus. Il change de niveau, mais bon, ça a une capacité explicative très puissante sur un certain nombre de phénomènes en immunologie notamment, mais pas seulement, en embryologie, etc. Mais ils n'ont pas été jusqu'à poser des questions philosophiques du style et pour l'homme, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Ils sont plutôt dans un rapport d'explication concrète de comment ça se passe au niveau cellulaire dans un organisme, et ils font appel à des théories, mais presque spontanément. Ils utilisent Adam Smith pour expliquer des choses concrètes, quoi. Ils citent Adam Smith. Bien sûr, ils citent Adam Smith et d'autres. Et ils parlent de liberté, pas libéralisme, ils disent pas libéralisme, mais liberté cellulaire. Et la liberté cellulaire, c'est le fait que, finalement, comme la notion de gène n'est plus opérationnelle pour comprendre un certain nombre de choses, notamment au niveau des anticorps et des antigènes, ils proposent un modèle selon lequel les cellules, par exemple les globules blancs, seraient des cellules presque indépendantes de l'organisme, qui seraient des microbes,
qui font partie de nous, mais en même temps qui ont leur certaine autonomie, et qui seraient des individus cellulaires qui se nourriraient spécifiquement de tel ou tel antigène. Et du coup, quand il y a un élément étranger qui rentre dans le corps, ça va provoquer la prolifération de tel globule blanc plutôt que tel autre, et donc ça va faire un clone de ces globules blancs-là, etc. Et donc ils ont une façon très, très écologique d'expliquer comment la physiologie se passe dans l'organisme humain, par exemple. Donc ils ne sont pas au stade où ils vont aller jusqu'à Est-ce qu'ils la ont quand place de même une l'homme. approche déterministe? Ils ont une approche indéterministe. Indéterministe, voilà. Et cette approche indéterministe et émergentiste est très 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 à la mode. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, enfin dans le XXe siècle, on était plutôt dans un cadre d'explication hyper déterministe, hyper mécaniste, instructionniste, etc. Les gènes, tel gène, ça va faire tel truc, etc. Jusqu'au paroxysme, on parlait de programmes génétiques comme on parlait de programmes en informatique. Donc d'aller très loin dans cette explication du monde-là, et tout s'écroule à partir des années 80, même un peu avant, et de cet écroulement viennent des théories qui sont antigénétiques. Donc celle-là, celle de la liberté cellulaire, est une théorie qui essaye de se reconstituer en revenant aux fondamentaux, comme souvent, donc en revenant donc eux, ils se disent matérialistes. Liberté au sens où on rejette tout déterminisme. C'est ça. Hein, Mais donc bien c'est d'accord. très... C'est ce sens de la liberté-là. Oui, bien sûr. C'est dans ce sens-là qu'il parle de liberté. C'est quand même étonnant de voir que c'est pas un philosophe libéral qui a essayé d'instrumentaliser ce qu'il pouvait repousser dans la biologie. C'est bien des praticiens ou des biologistes en tout cas qui essayent de reconstituer quelque chose mais dans un certain contexte. Ce contexte étant celui du libéralisme d'aujourd'hui, avec un indéterminisme fondamental, avec voilà, parce que l'idée de liberté, c'est aussi l'idée que les individus sont libres les uns des autres, donc les cellules de notre corps seraient libres aussi, etc., qui va complètement à l'opposé du modèle précédent dans lequel on avait tout hiérarchisé. On était l'expression de nos gènes, qui étaient eux-mêmes écrits pour... Mais est-ce que ça peut s'expliquer à ce moment-là par le caractère substantialiste de la théorie néo-darwinienne, s'appuyant sur la conception, on va dire un quasi-positivisme de la substance qui porte le trait, donc le gène, et comme justement cette théorie substantialiste-là, qui est donc totalement anti-marxiste par nature, puisqu'elle est substantialiste, étant en échec, est-ce que ça met pas en crise justement le déterminisme qu'ils ont associé? Est-ce que c'est pas à ça qu'on assiste? Bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais te faire dire. Mais en même temps, c'est quand même étrange dire que voilà, on a essayé de définir des notions comme la notion d'espèce, la notion d'individu, la notion de variété, etc., comme étant des choses. Oui, sur des bases. D'accord. Et que effectivement le nominalisme de Darwin, c'était le fait de dire il n'y a pas vraiment d'espèces, il y a juste des groupes qui, quelque part, ils pourraient finalement être interféconds dans une certaine mesure. L'individu lui-même, est-ce que c'est vraiment quelque chose de séparé du reste? Donc dans cette conception-là, ils sont complètement darwiniens, c'est-à-dire qu'ils sont nominalistes et ils réfutent toute séparation qualitative. Darwin n'est pas nominaliste. Mais toute séparation qualitative dans la matière. Il n'est pas plus nominaliste qu'il est malthusien, d'ailleurs. Il n'est absolument pas malthusien et absolument pas nominaliste. Mais comme dans une vision gradualiste, il préfère dire que les populations évoluent sans forcément mettre des frontières d'espèces, des barrières d'espèces, des mécanismes d'empêchement d'interfécondité qui expliquent qu'à un certain niveau, on définissait même une espèce comme étant les individus qui sont interféconds. Et à partir du moment où tu n'es plus interfécond, tu ne fais plus partie de la même espèce, même si tu te ressembles. Et donc ça, c'était une définition très fonctionnelle, empirique, mais qui avait une certaine légitimité, parce que finalement, dans la proposition que je faisais, en réalité, les différences qualitatives existent vraiment, puisqu'il existe des mécanismes d'empêchement. Mais pas substantialiste, justement. Non, parce que justement, ces mécanismes qui font des frontières entre les espèces sont des mécanismes actifs et dynamiques, et que donc ils peuvent être mis en question. Donc on n'est pas dans un vitalisme où il y aurait, comment dire, des différences
d'essence entre les espèces, il y a des différences qualitatives, mais qui ne sont pas des différences d'essence. Donc, mais par contre, ces différences, en temps normal, oui. en milieu Le problème, c'est stable, que ça reposait sur une conception du gène, une conception substantielle du gène qui, elle, est en échec. oui, c'est vrai. Ouais, Et c'est ça qui, semble-t-il, Bah donc, amène ce néo-indéterminisme un petit peu puéril. et tu as bien etc. compris Et sur qui se quoi il présente voulait revenir. qui se présente sous les traits, comme d'habitude, de la liberté. C'est Et ça. c'est là que tu fais l'analogie avec Adam Smith et l'idéologie libérale. C'est ça. Je comprends bien. Merci. Bah, c'est ça que je voulais. D'où la nécessité absolue de ce livre, en fait. Hein. D'où la nécessité. Absolue de ce livre, hein, parce que... Ah oui, oui, d'accord. Oui. Mais d'un autre côté, on n'a pas quelle est la réponse qui est faite éventuellement, pas seulement d'un point de vue marxiste, je veux dire, ou matérialiste dialectique ou autre. Qu'est-ce qui s'oppose? Est-ce qu'il y a des thèses concurrentes qui s'opposent à cet anadéterminisme, en dehors de celles qu'ils combattent, donc, qui sont donc antérieures, donc sont supposées archaïques maintenant? Est-ce qu'il y en a d'autres en face qui s'y opposent? Il y a des théories, enfin je veux dire, là En dehors des tiennes, non justement. mais là je fais une proposition qui Voilà. effectivement n'est pas pareille, n'est Oui, pas la même, oui, c'est ça. et qui est même très qui est en affrontement avec ça, clairement. Mais ça n'est pas une proposition qui vient. Je suis pas un praticien, je suis pas un mec de laboratoire. J'ai juste appris la biologie par mes études, et je constate là où il y a des soucis au niveau de la compréhension générale de cette théorie que j'ai apprise quand j'étais à la fac. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut proposer quelque chose. Donc je le fais. Mais effectivement, cette proposition n'a rien à voir avec le modèle qui, contrairement à ce que je propose, est très à la mode. Ce que je propose n'est pas du tout à la mode. Oui. Ça c'est même complètement archaïque. Ça peut le Ça, devenir. Ça peut le devenir. Voilà, Oui, mais ça c'est peut le devenir. mais les du coup, propositions- c'est la fenêtre dans laquelle, finalement, tout le monde a oublié ce que c'était que l'intervention marxiste en sciences. Donc, donc, là où on va dire, tiens, c'est bizarre, ça pourrait être retissé de cette façon-là, mais personne n'est là pour le dire, parce que sinon, ça va être, et comme tu disais, Althusser, à partir du moment où Althusser a retiré le marxisme de ces questions pour en faire des questions de surface, pour en faire des Non, mais questions de Althusser, il surface. enlève du marxisme la dialectique et la théorie de la valeur. Je ne vois pas très bien ce qui reste de marxiste chez Althusser. Donc je mets de côté Althusser, il est à la base de la Non, mais c'est crétinisation. important. Non, pour Oui, moi, c'est important. C'est à la base de la crétinisation du marxisme universitaire et de beaucoup d'autres Non, choses. parce qu'il régnait sur l'épistémologie à l'époque. Bien C'est- sûr, c'est- mais c'est- bon, on a vu les résultats. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une question en termes idéologiques, d'importance ou de validité ou de consensus du milieu scientifique. Le genre de thèse que tu viens de m'indiquer serait celle qui serait prépondérante à ce moment-là. La thèse, pas la tienne, bien sûr, celle des deux dont j'oublie En fait, toujours le nom, ouais, Pompiec et je non, ne sais qui, là. mais je pense que c'est celle qui... C'est la thèse indéterministe C'est celle qui a fait une- sous le couvert de la liberté. Oui, oui. Mais disons que même si on ne parle pas de liberté cellulaire, etc., c'est ce modèle-là indéterministe qui met au devant de la scène non pas les molécules, l'ADN, etc., mais plutôt les cellules, comme des êtres vivants, individuels, qui se mettent d'accord pour faire un organisme, une façon très écologique de voir les choses, et comment dire, est la meilleure façon de présenter les choses aujourd'hui, parce qu'elles sont en adéquation avec le système, enfin avec l'idéologie dominante, et donc fait consensus. Donc c'est pas parce que c'est la meilleure théorie aujourd'hui, c'est parce qu'elle résout un Elle certain est nombre de questions. homogène à l'idéologie Par contre, historiquement là où tu dis convergente. sur l'épigénétique, il y a quand même un souci. Parce que ça, c'est une thèse qui date de 2000. Ce qu'on appelle la révolution de l'épigénétique, c'est très récent, c'est de quelques années. Donc, et on commence à en parler, mais vraiment d'un point de vue pratique. Il n'y a pas de... je veux dire, les mecs qui parlent de ça ne disent pas que ça fait s'effondrer la théorie génétique classique. Alors qu'en réalité, il y a vraiment un truc bizarre là-dedans. C'est bizarre, mais c'est en revanche parfaitement homogène. Mais pour faire de avec l'épigénétique, Darwin. pour faire de pardon. l'épigénétique, tu as besoin des gènes. Oui. Alors que Coupiec-Sonigo, c'est ni Dieu ni gène. C'est ça Oui, le titre oui. de leur livre et de leur travail. C'est on nie, sans rien proposer d'autre, on nie le fait que les gènes aient une part de responsabilité dans l'hérédité.
Ouais. Donc ils ont un côté maximaliste qui ressemble un peu à Lysenko de ce point de vue-là. Ouais. C'est-à-dire que pour s'affronter complètement, mais c'est pas inintéressant parce que finalement c'est souvent les théories qui sont les plus intéressantes, qui sont les plus brutales, où on va dire ça c'est pas vrai, donc ça n'a jamais été vrai, et donc on revient à avant. C'est intéressant, mais simplement ça n'est plus compatible avec l'idée d'épigénétique d'aujourd'hui, qui doit normalement être un retour. Enfin, c'est les généticiens qui parlent d'épigénétique aujourd'hui. C'est pas les mecs de cette théorie-là. Ouais. C'est plutôt les Bah oui, généticiens ça- qui se reconvertissent en disant. L'épigénétique, c'est encore vous un voyez déterminisme quand même. Vous voyez bien que voilà. Mais le marxisme aussi est déterministe dans Bah, cette, absolument, de mais cette, bien sûr. de Et cette- de évidemment, ce point c'est de ce vue. que je voulais te faire, c'est absolument ce que je suis bien d'accord avec ça. Ça, oui. Et donc, c'est cette espèce d'indéterminisme libéral, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ni Dieu ni maître, la main du marché. Marxiste, c'est un déterministe tendanciel, il faudrait Ouais. dire. Il y avait Donc, peut-être donc, d'autres le vote questions, tendanciel, oui, ça, c'est- ou alors Ah, on oui, va c'est te laisser la conclusion. Moi, je voulais Si- juste oui. dire que le nom de Michourine, ça me disait quelque chose parce que mon père, à l'époque, on doit toujours avoir d'ailleurs chez mes parents qui sont décédés maintenant, un livre de Michourine avec toutes les Traduit en plantes, français etc. Oui, bien sûr. Des éditions de Moscou, je pense. Ouais. Oui, c'est Œuvre choisie, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Je dois l'avoir Et aussi. donc le nom de Michourine, ça Ouais, me dit ouais. quelque chose. Bah, c'était l'inspirateur de Lysenko, puisque il présentait son courant comme étant le courant mitchourinien. Il disait pas lysenkiste, il disait mitchourinien. Donc, c'était un horticulteur qui prétendait avoir découvert de nouvelles variétés sur cette base-là. C'était pas un théoricien non plus, Mitchourin. Et qui c'est Oui, Oparine c'est des plantes, hein. Et Oparine, bah parce que c'est bizarre, mais si on s'intéresse aux origines de certaines théories, c'est intéressant de voir que on trouve souvent des soviétiques là où on ne s'attendait pas forcément au départ, mais quand on regarde la racine de la science des sols, on va trouver des soviétiques. Quand on regarde toutes les théories qui ont essayé d'expliquer d'où est partie la vie, l'origine de la vie, et ben on a Oparine au départ, qui était un savant qui a proposé, si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la soupe primitive, c'est-à-dire le fait que les molécules organiques, avant de constituer des cellules, constituaient une sorte de soupe dans laquelle il y avait déjà une sorte de métabolisme pré-cellulaire. C'était l'idée d'Oparine, qui était un soviétique. Et donc lui, c'est intéressant de voir que, évidemment, c'est un point de vue matérialiste, ça, de dire la vie est née dans tel contexte, qui n'était pas le même, n'était pas les mêmes conditions physico-chimiques qu'aujourd'hui, et dans lesquelles, effectivement, on pouvait imaginer toute une série de processus. C'est cohérent avec ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que personne ne va réfuter Oparine aujourd'hui. Tout le monde reconnaît son apport dans les théories de l'origine de la vie, avec d'autres après, il y a eu d'autres après, qui étaient des Américains, mais on s'en fout en science, c'est pas une question de nationalité, puisque le mec que je citais tout à l'heure, Stephen Jay Gould, est un Américain. Voilà. Et donc ce savant-là était important, mais il ne s'est pas impliqué trop dans la polémique ensuite qui opposait les lysenkistes et les généticiens. C'était pas trop son domaine. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de biologistes très intéressants à l'époque de l'Union soviétique sur lesquels ça mériterait de revenir. Voilà. Je ne sais pas si je dois conclure sur une Si conclusion. tu as envie, tu n'es pas obligé de faire une conclusion. Mais Non. si tu as envie d'en faire une, tu as tout à fait tu es invité à le faire, mais tu n'es pas du tout contraint. Non, j'ai une question, Oui. même d'éditeur, mais tu travailles sur quoi actuellement Bah, sur ça. Je travaille sur des choses sur lesquelles effectivement j'ai pas, dont je n'ai pas parlé dans ce livre-là, mais c'est vrai que quand on prend un fil comme ça qui n'a pas été tiré depuis très longtemps, ben on débobine et il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Et je peux vous dire qu'en fait ce bouquin au départ il faisait 600 pages. Hein. Donc j'ai eu un gros travail d'élagage à un moment donné parce que c'était incompréhensible. Moi j'ai essayé justement de tout réécrire pour que ce soit au maximum compréhensible, un peu mieux que tout ce que je vous ai dit. Je pense que dans le livre ça doit être plus compréhensible Non, que mais ça. c'est déjà pas mal là. Et donc j'essaye de rentrer dans un certain nombre de détails malgré tout.
de resituer le contexte du livre, de la proposition avant de la faire, et d'avoir un ordre logique dans l'exposé de ce truc-là. Maintenant, il n'y a pas une ambition, c'est simplement l'ambition de quelqu'un qui se rend compte que d'un point de vue marxiste, il y a des choses à dire aujourd'hui. C'est pas du tout parce que je suis une singularité dans l'histoire, pas du tout. C'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas eu beaucoup de travail là-dessus, et donc c'est très facile de trouver quelqu'un qui va se retrouver à la jonction entre le marxisme et la biologie, alors qu'il y a eu C'est une nécessité logique. Hein, c'est une nécessité logique à un moment donné, historique donné, où on a empêché la critique marxiste de se faire à cause de l'affaire Lysenko, entre autres, et de l'intervention d'Althusser, etc. Et que donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, je n'ai pas tout dit dans ce livre, parce que j'essaie de dire l'essentiel, le truc le plus important par rapport à cette proposition sur une définition de la matière vivante qui permet de comprendre plus des choses qui paraissent contradictoires aujourd'hui, à partir des 3 grandes lois de la dialectique, qui sont un peu, enfin que je ne vais pas rappeler, mais qui permettent de déproblématiser un certain nombre de choses. Et donc, à partir de là, évidemment, il y a plein de choses qui pourraient encore être dites maintenant. Moi, je travaille sur, à partir de l'épigénétique, mais aussi à partir de l'agronomie en général en URSS, en ne revenant pas forcément sur Lysenko, mais sur un autre qui s'appelle Williams, qui était un peu l'acolyte de Lysenko, mais qui était celui qui s'occupait des sols, et non pas des plantes. Lysenko s'occupait des nouvelles variétés de plantes, etc. L'autre s'occupait plutôt de la fertilisation des sols. Alors lui aussi, on s'est beaucoup moqué de ses théories sur les plantations en nid. On a beaucoup moqué ces trucs où il fallait planter les plantes en nid parce qu'elles allaient céder entre elles. Il y avait toute une... vous avez peut-être déjà entendu ce truc-là. Très idéologique. Voilà, et que finalement, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire en agronomie sur le fait qu'on se rend compte maintenant qu'effectivement, pas des plantations en nid, mais des polycultures sont beaucoup plus rentables à l'époque actuelle on parle aussi beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'équilibre agro-sylvo-pastoral en agronomie, en disant voilà, il faudrait revenir à une gestion qui ne serait pas chimique, mais biologique des sols, pour augmenter la production. Et en réalité, ça, je veux dire, les bandes forestières entre les champs, c'est la grosse tarte à la crème de l'agronomie soviétique. Mais à l'époque, on se moquait de ce genre de truc, de mettre des forêts autour des champs et tout. Ben maintenant, on se rend compte que c'est bizarre. Là non plus, on ne revient pas sur ces idées. D'ailleurs, c'est très difficile de retrouver les textes d'origine. C'est le bocage normand. Ben non, mais finalement, comme je disais tout à l'heure, les agronomes de l'époque soviétique, ils étaient presque pré-maoïstes, quoi, en fait. Hein. C'est peut-être la critique qu'on pourrait leur faire, c'est qu'ils étaient dans le bon sens populaire, quoi. Donc ce qui existait avait forcément une signification, et ils essayaient d'aller dans ce sens-là pour développer, pour modeler la nature à leurs exigences qui étaient de manger, quoi, à grande échelle, et donc, mais sans détruire, enfin on se rend compte que finalement ils n'étaient pas du tout dans la logique pesticides, engrais chimiques, ils étaient dans la logique agriculture intensive, comment on fait pour préserver le sol, la vie dans le sol. Ils essayaient de changer, alors à l'époque, c'était la grande époque, l'agriculture intensive dans les années d'après-guerre, hein. Ici, en Occident, c'était la grande époque des engrais à tout crin, des pesticides à mort. Après la guerre, oui. Après la guerre. Oui, depuis 1943. Voilà, et donc, parallèlement, à l'époque, alors après ça a commencé à changer sous Khrouchtchev, c'est-à-dire que c'est là où on a commencé à utiliser massivement les pesticides, etc., pour dépasser les États-Unis, etc., même en agriculture, mais avant, à l'époque de Lysenko et Williams... Il faut peut-être rappeler aussi qu'avant, c'est pas du tout pour relativiser ou critiquer, mais c'est aussi parce qu'ils n'en avaient pas, des pesticides il y avait toutes sortes de moyens qui leur faisaient défaut, il fallait faire avec. Ils étaient dans une logique du faire aussi. C'est la seule explication, mais c'était aussi une des raisons pour lesquelles ils étaient d'inverser. C'est-à-dire qu'ils regardaient le modèle de l'agriculture intensive des débuts, juste après-guerre, et disaient non, il faudrait pas mettre de l'engrais... comment dire, du lisier, comme on sait que ça pollue ça en Bretagne, hein. Au lieu de mettre du lisier avec 20% de foin, il faudrait mettre 80% de foin et 20% de lisier. Bah, c'était l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant le paillage, le semis sous couvert végétal, etc. On ne fait pas le lien entre les propositions de l'époque,
qui sont finalement intéressantes en tant que telles, alors qu'on les a moquées pendant un certain... Je suis en train de lire un livre, je ne veux pas développer, mais je suis en train de lire un livre très intéressant sur comment on moquait l'agriculture soviétique, mais dans les années 70, par des agronomes des années 70. Or, c'est précisément ceux qui ont détruit tous les sols à cette époque. C'est eux qui ont utilisé massivement l'engrais. Et ils se gossaient des agronomes soviétiques en disant mais ils n'ont rien compris, ils n'utilisent ni pesticides ni engrais, ils sont complètement cons. Et donc donc là ils ont vraiment, c'est eux-mêmes, par leur critique de l'agronomie soviétique, qui la réhabilitent pour un lecteur d'aujourd'hui. Et ça c'est intéressant aussi. Donc c'est pas quelque chose dont j'ai parlé ici, mais c'est quelque chose qui pourrait mériter aussi certains développements. Voilà. Mais serein, hein, pas dans l'apologie et pas dans le... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'il faut, c'est ça qui pollue le débat, comme on dit, malheureusement. Oui. Donc ces rappels scientifiques et historiques sont bien utiles. Pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui de tout ça? Pourquoi on ne revient pas dessus? Il y a quand Ah bah, même quelque chose. Il y a un anticommunisme. Il y a un anticommunisme qui cadenasse tout et qui fait que de toute façon, je veux dire, même si, en imaginant que ce livre commence à faire un clash où vous verrez que les attaques sur ce genre de propositions, elles ne seront pas du tout sur le fond scientifique ou sur qu'est-ce qu'on peut dire sur la génétique. Elles seront sur le côté soviétique, le côté... Voilà. D'ailleurs, je voudrais te rendre hommage à toi comme ta conscience militante, parce que je te dis que c'est bizarre qu'un livre aussi important, tu ne le proposes pas directement à des éditeurs scientifiques, tu préfères aller chez un éditeur qui est réputé marxiste et militant. Parce que ça a marché. Oui, mais ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon tu vas être mis dans cette case-là. Donc sciemment, tu te dis, au moins j'assume cette c'est difficile de... Donc tu as le choix, je crois que c'est le choix le plus courageux. Ce serait difficile de se cacher en même temps. Ça c'est évident, parce qu'un livre de ce haut niveau, on en est très fiers. Et effectivement, je ne sais pas comment ça va être reçu, mais ne soyons pas forcément pessimistes, parce qu'il y a des idées qui s'imposent aussi par elles-mêmes, hein, dans leur propre logique, quoi, je crois. Et on va mener cette bataille aussi auprès des milieux scientifiques. Absolument, on va tout faire pour que ce soit déjà au minimum un sujet de débat. Eh ben, c'est une bonne conclusion. Oui, parce que le problème, c'est que, comme tu l'as rappelé, il n'y a même pas de débat à l'heure actuelle, finalement. C'est là-dessus comme beaucoup d'autres choses. Donc, merci. En tout cas, merci à toi, merci à tous.